Alors, on est à 24 personnes qui se sont jointes et je vous propose qu'on commence maintenant ce webinaire. C'est le deuxième webinaire qu'on a organisé ensemble avec la Société scientifique des soins en oncologie de l'APSI et puis les soins en oncologie suisse. Mon nom, c'est professeur Manuel Eicher. Je suis professeur associé à l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins et puis infirmière consultante en recherche au département d'oncologie du CHUV, qui est l'hôpital universitaire de Lausanne. Et puis, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire ensemble avec Célia Darnac, qui va s'introduire tout de suite après mes quelques instructions que je vais encore vous donner. Pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, et puis on vous accueille cordialement, vous avez la possibilité de nous envoyer des questions que moi je vais voir et que je vais pouvoir relayer auprès de nos conférencières pour qu'ils puissent vous répondre. Et s'il y aurait des questions toutes urgentes, vous pouvez aussi lever la main et comme ça, je vais pouvoir vous passer le microphone. Alors, n'hésitez pas de nous envoyer aussi vos questions si vous en avez pour que je puisse les relayer. Et puis, maintenant, je vais passer la parole à Célia Darnac pour qu'elle s'introduise aussi. Merci Manuela. Donc, je suis Célia Darnac, je suis infirmière clinicienne spécialisée sur le département d'oncologie et coordinatrice scientifique aux côtés de Manuela Eicher pour le partenariat que nous avons entre le département d'oncologie et l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins, où nous développons de divers projets vraiment axés sur les sciences infirmières en oncologie. Je passe maintenant la parole à Sandy Descoster pour qu'elle se présente elle-même. Bonjour, Sandy Descoster, je suis responsable de soins du département d'oncologie des hôpitaux universitaires de Genève. Merci Sandy. Maintenant Laura, si tu veux bien t'introduire. Bonjour, je m'appelle Laura Joliet, je suis clinicienne spécialisée au centre des sarcomes et au centre de la prostate, au CHUV, c'est-à-dire que je m'occupe de faire la consultation de ces personnes-là tout au long de leur parcours de soins. Merci Laura. Maintenant Bénédicte, est-ce que tu veux bien te présenter? Ton micro est muté. Le micro. Excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Bénédicte Panès-Rudin. Je suis infirmière chef de service au service interdisciplinaire de cancérologie de RENA, où nous avons de l'oncologie et de la radio-oncologie. Merci beaucoup. Maintenant, ce sera au tour d'Isabelle de se présenter. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Isabelle Crétol, je suis infirmière responsable du service d'oncologie ambulatoire de Sion. J'ai également une formation de clinicienne spécialisée en oncologie. Merci beaucoup. Et enfin, Ayana, pour la fin des présentations. Bonjour à tous, je m'appelle Ayana Abdoul et je travaille comme infirmière clinicienne spécialisée à Berne, à l'hôpital universitaire, dans un service de centre du sein et gynécologie hospitalière. Merci beaucoup. Alors, on a aussi préparé pour ce webinaire quelques slides qui résument en fait qu'est-ce qu'on sait déjà sur la pandémie Covid-19 et le cancer et qui résument aussi quelques ressources qui sont à disposition pour les infirmières en francophonie actuellement. Je vais partager mon écran pour en fait vous afficher cette présentation. Ce n'est pas au début, je m'excuse. Vous la voyez bien, j'espère. Et puis, en fait, cette présentation, j'ai pu la faire ensemble avec ma postdoctorante Sarah Colomer, la Higuera, que j'aimerais aussi remercier. Je crois qu'elle est avec nous comme spectateur. Et puis, ce qu'on a fait, tout d'abord, c'est on a regardé quelles étaient les études qui sont sorties jusqu'à maintenant, qui nous donnent une information par rapport à la situation des patients qui sont affectés par le Covid. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que les patients atteints d'un cancer sont plus susceptibles d'être infectés si leur système immunitaire est affaibli par les traitements ou une chirurgie. De ça, on peut être presque sûr. Les premières analyses qui ont été effectuées en Chine ont montré que 41% des patients hospitalisés avec un Covid-19 ont été infectés dans l'hôpital. Et puis, ce qu'on peut aussi constater, plutôt des pandémies qu'on avait plus tôt, du SARS par exemple,
qu'on a pu constater une augmentation de la charge psychosociale chez les patients atteints d'un cancer pendant une pandémie, mais les premières données qu'on a de la Chine, par exemple, nous montrent ou nous confirment la même chose. Si on regarde les études qui étaient publiées à ce jour, et là on vous a fait un résumé de quelques études qui étaient publiées dans les dernières semaines, on voit que globalement on peut dire que l'incidence des infections par le SARS-CoV-2 et le risque de progression grave de la maladie semble être plus élevé chez les patients cancéreux. Mais si vous regardez la base d'évidence de ce constat, on se base quand même sur des études qui étaient rétrospectives avec quelques cas de cancer, comme c'est le cas ici avec l'étude de Liang, avec 18 patients, où on a pu constater un risque plus élevé de recevoir des soins intensifs pour les patients atteints d'une maladie cancéreuse. Il y a une autre étude qui est aussi une analyse rétrospective dans une seule institution où on voit que le taux d'infection était plus élevé chez les patients oncologiques comparé à tous les autres patients qui étaient évalués dans cette étude. Mais il s'agit de 12 patients qui étaient évalués. Et puis, une troisième étude, de nouveau une analyse rétrospective auprès de 3 hôpitaux avec 28 patients, ont montré des événements graves dans 54% des cas, 21% des patients étaient admis aux soins intensifs, 36% ont eu des complications mettant leur vie en danger et 29% sont décédés. Plus récemment, sont encore sorties 2 autres études avec des échantillons un peu plus élevés qui montrent aussi un risque accru d'intubation chez des patients atteints d'un cancer, plutôt les plus âgés, et un taux de mortalité qui était bien plus élevé pour des patients atteints d'un cancer qui avaient moins de 50 ans. Et puis, une autre étude qui vient de New York avec 280 patients ont montré aussi un taux des patients atteints d'un cancer de mortalité assez élevé et de 37%. Pour les hémopathies malignes, c'était de 25%, de 37% pour les hémopathies malignes et 25% pour les tumeurs solides. Mais ces patients, ils venaient de la Bronx et puis ils avaient potentiellement une mortalité accrue, en partie due à des facteurs socio-économiques et à des comorbidités. Alors, ce qu'on peut dire, c'est probablement les patients en oncologie ont des risques plus élevés, mais ces études, c'est les premières études qui sont sorties, c'est des petits échantillons, souvent des études rétrospectives, et puis le transfert en Suisse de ces résultats reste encore questionnable. Il y a une seule étude, une autre connaissance qui a été publiée par des collaborateurs de différents médecins de différents hôpitaux en Suisse romande, CHUV, Hugues et l'hôpital fribourgeois, avec 122 patients oncologiques symptomatiques. Et puis, de ces 122 patients, 47 ont nécessité une hospitalisation, dont 8 à ce jour aux soins intensifs et 2 aux soins continus au pic de la sévérité. Et puis, il y avait 6 patients qui étaient décédés. L'évolution pour les patients qui étaient non hospitalisés était très favorable, même sous thérapie ciblée ou chimiothérapie. Mais de nouveau, petit échantillon, premières expériences qu'on a pour la Suisse aussi. Il y a beaucoup de lignes directrices qui étaient publiées dans ces dernières semaines de plein de différentes organisations en oncologie qui donnent des recommandations très spécifiques pour les services oncologiques, comment traiter et comment soutenir les patients pendant cette pandémie Covid. Je ne vais pas vous les lire dans tous les détails parce qu'ils étaient repris par une lettre qui était envoyée à tous les hôpitaux en Suisse. Et là, il y a les soins en oncologie suisses qui se sont aussi engagés dans la rédaction de cette lettre et qui était envoyée il y a quelques semaines à toutes les organisations où, en fait, ils ont demandé que les patients continuent à recevoir les informations et les thérapies nécessaires, les opérations en temps utile, les médicaments, les radiothérapies, et que les tumor boards soient maintenus dans ce contexte.
Ils ont aussi demandé que les personnes et les équipes qui traitent les patients atteints de cancer ne peuvent pas être déployées dans des équipes pour lutter contre la pandémie du Covid, pas qu'il y a cette contamination entre les équipes. Le travail en équipe mixte et des changements d'équipe sont déconseillés. Cela ne s'applique pas seulement aux infirmières et aux médecins, mais aussi aux physiothérapeutes, aux nutritionnistes, aux travailleurs sociaux, psychologues et d'autres services essentiels dans les hôpitaux. Le risque d'infection dans les équipes d'oncologie et donc d'infection des patients atteints d'un cancer est trop élevé pour cela. Ils ont aussi recommandé que les services et les cliniques externes, ainsi que leurs points d'accès pour les patients atteints d'un cancer, doivent être strictement séparés des services où sont traités les patients infectés par le nouveau coronavirus. Et ils ont demandé que les mesures de protection des équipes soignantes et des patients atteints de cancer doivent être maximisées. Ceci aussi avec des tests très fréquents sur les patients atteints d'un cancer. En tout cas, ils les ont vivement recommandés afin d'empêcher l'introduction d'infections dans des unités de thérapie. Pour les recommandations pour les soins de support en oncologie, il y a des recommandations de la Multinational Association of Supportive Care in Cancer. Je vous ai mis le lien du site et aussi de l'ASOS que je vous laisserai découvrir parce que ces slides, ils vont être mis à disposition sur le site des soins en oncologie et aussi de la Société scientifique des soins en oncologie. Vous les retrouvez dès, je dis demain, j'espère qu'on arrivera, mais au plus tard la semaine prochaine. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que le Covid-19 a ravivé l'intérêt pour la surveillance de la santé à distance. L'OMS a très vite réagi en constatant que la télémédecine est un élément essentiel pour la réponse au Covid. Et ils ont donné des recommandations de renforcer ces plateformes ou de les établir. C'était aussi repris dans la presse. Il y a même des publications scientifiques qui s'intéressent déjà à ce sujet. Alors, beaucoup de pays ont mobilisé la télémédecine et on voit aussi que beaucoup plus de patients ont recherché sur l'Internet tout ce qui concerne le Covid dans les moteurs de recherche. Il y a aussi des recommandations, et là je vous ai mis différentes publications qui adressent ce sujet par rapport à la recension des mesures rapportées directement par les patients, alors les Patient Reported Outcomes. Une publication de 7 semaines a recensé en fait tous les différents services spécifiques qui peuvent faire la transition vers la télémédecine avec des Patient Reported Outcomes dans différents services cliniques. Il y a aussi un modèle de Gustave Roussy qui était publié dans le journal, le European Journal of Cancer, il y a 2 ou 3 semaines, où ils ont utilisé le CAPRI qui était initialement développé pour suivre les patients avec des outils électroniques qui sont sous traitement oral, qu'ils ont tout de suite modifié et adapté pour aussi pouvoir suivre des patients infectés avec le Covid. Ces éléments du programme CAPRI Covid nous semblent très intéressants. Par contre, ce qu'on a aussi dû constater en relisant ces publications, c'est qu'il y a cette surveillance qui est garantie, le suivi est garanti par des infirmières qui sont appelées les infirmières de navigation. Il y a aussi une infrastructure digitale qui est assurée et une connectivité avec le dossier de santé électronique. Par contre, pour nous, il reste encore des questions, en tout cas dans la publication, par rapport au cadre juridique. C'est qui les organes de direction et de contrôle, comment est-ce que ça correspond avec la loi sur les protections de données, mais aussi les lois financières. Alors, est-ce qu'on est prêt de déjà switcher sur des applications partout pour toutes les consultations qu'on aimerait faire? C'est des questions qu'on souhaiterait vivement lancer la discussion dans le futur parce qu'on pense que les infirmières sont fortement impliquées dans ces nouvelles applications. Pour les soins infirmiers en oncologie, il y a aussi des recommandations qui viennent de sortir de la International Society of Nurses in Cancer Care qui
donne des recommandations très claires pour les infirmières de rester informées, alors de vraiment s'informer sur tous les réseaux qui existent par rapport aux nouveautés qui sortent tous les jours à l'heure actuelle. D'effectuer le dépistage du Covid, on a vu les recommandations, alors ils ont repris ça. Si une infection est suspectée, de suivre les procédures établies par les autorités de santé et les lieux de travail individuels. Pour les patients atteints du Covid-19, mettre en œuvre des plans de soins fondés sur des données probantes, s'ils existent, et veiller à ce que tout personnel infirmier ait accès à la protection. Alors, en anglais, c'est le PPI, le Personal Protective Equipment, qui est approprié à la situation. Continuer à l'évaluer l'état psychologique des patients atteints de cancer et de mettre en œuvre des stratégies pour traiter tout signe de détresse liés au Covid et mettre en œuvre des stratégies d'autogestion de la santé et rechercher un soutien, le cas échéant, pour promouvoir le bien-être personnel de l'infirmière, parce qu'on a appris des autres pandémies, mais aussi des autres pays qui étaient un peu plus tôt que nous, que l'état de santé était mis en danger, particulièrement l'état de santé, pas seulement santé physique, mais aussi santé mentale des infirmières. Je veux aussi vous rendre attentif aux faits, et puis merci Sandy d'avoir partagé ça avec nous avant ce webinaire, que les UG ont rédigé des informations aux patients qui sont disponibles sur leur site internet, qui donnent des instructions ou des informations très claires par rapport au comportement pendant cette pandémie et réfèrent aussi à d'autres sources. Que je vous ai aussi mis dans ces slides. La Ligue suisse contre le cancer très tôt a mis sur leur site à disposition des questions qu'ils reçoivent souvent aussi par la ligne téléphonique qu'ils ont. Pour répondre à toutes ces questions, ils ont mis par écrit des réponses non seulement liées directement au Covid, mais aussi des questions par rapport au travail ou aux directives anticipées. Voilà, ça c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais arrêter le partage de l'écran. C'était un peu la base de l'évidence qu'on a actuellement et puis les ressources qui sont disponibles pour lancer la discussion. Et je passe volontiers la parole maintenant à Célia qui va prendre la modération. Merci beaucoup Manuela, puis merci beaucoup pour ce rappel des évidences qui permet de recentrer le début du débat. Donc on va commencer avec la première question qui est: comment le Covid-19 a-t-il changé les soins oncologiques? Et puis pour commencer à répondre à cette question, je vais d'abord donner la parole à Sandy. Donc, je te cède la parole si tu veux bien. Voilà, alors parmi les mesures qui ont été recommandées, on a pu en appliquer un certain nombre. Et puis, c'est vrai qu'une des premières options qui a été prise, c'est de basculer pratiquement 80% des consultations ambulatoires en téléconsultation grâce à une application qui était déjà présente chez nous et qui était en pilote dans un secteur, qui a été en 2 semaines mise à disposition de l'entier des consultations médicales de l'institution. Donc ça a été un énorme effort parce qu'il est vrai que la première préoccupation des patients, c'était le risque d'être contaminé en venant à l'hôpital. Ensuite, on a eu beaucoup de transformations dans les prises en charge, c'est-à-dire qu'on a essayé d'adapter les prises en charge les plus pertinentes à la situation. Notamment en radio-oncologie, on a fait beaucoup plus de traitements par hypofractionnement, donc des doses plus importantes, moins de fois. Au lieu de faire 2 grès tous les jours, on fait des hypofractionnements de 8-10 grès. Le patient vient 3 ou 4 fois seulement. Ceci toujours bien sûr en accord avec la littérature et les possibilités selon les types de tumeurs. On a espacé aussi, selon la littérature, les doses d'immunothérapie, puisqu'il y a maintenant des études qui démontrent qu'on peut les espacer, mettre des doses différentes. Donc, on a adapté nos protocoles très rapidement pour qu'ils soient appliqués avec ces nouvelles normes. Et puis, on a priorisé beaucoup les patients. Donc là, on a eu beaucoup de soutien des case managers pour faire un suivi aussi des patients, lesquels devaient être pris tout de suite, lesquels pouvaient attendre, combien de temps, en gardant la même cible, le même objectif thérapeutique, sans diminuer la qualité de prise en charge. Évidemment que la chirurgie oncologique a été maintenue, cette des chirurgies, et nous sommes plus, mais nous étions à la période forte de la crise, un hôpital entièrement Covid. Ça veut dire que les patients ont été opérés dans les cliniques non Covid et
venaient pour leur traitement s'il était pertinent chez nous, parce que nous maintenions les traitements. Nous avons greffé 9 patients de moelle osseuse dans un hôpital Covid avec des normes de sécurité de façon tout à fait intéressante. Donc, nous avons aussi organisé tout un dépistage et un screening des patients lorsqu'ils venaient en consultation. Donc, on a un desk, on a un formulaire de rappel des symptômes, prise de température. On a voulu mettre ce desk en place, pardon, et finalement, par le tri qui a été organisé à l'entrée générale du bâtiment, on a pu, dans certains secteurs, faire en sorte que ce soit les infirmières qui fassent ce dépistage. On a aussi organisé que chaque patient qui entrait en secteur hospitalier soit dépisté avec un frottis négatif, puisque si le frottis était positif, il n'était probablement pas pertinent qu'il soit traité et que la grande majorité des cas, le traitement était retardé jusqu'à une sortie de cet épisode. Et puis, nous avons aussi beaucoup travaillé avec le relais communautaire pour organiser les prises en charge de soins non spécialisés, les injections, les non spécialisés oncologie, mais les transfusions, etc., reportées sur les soins à domicile avec nos partenaires qui ont maintenu une charge impressionnante et qui se sont extrêmement rapidement adaptés. Sinon, on a aussi travaillé sur l'information aux patients, donc on a fait cette fiche pour relater quels étaient les signes et symptômes à observer. Cette fiche, c'est une des fiches de notre document habituel qui s'appelle Mieux vivre les traitements contre le cancer, informations et conseils pratiques. Et on a des fiches pour chaque symptôme ou chaque partie du processus de soins. Donc, on a fait cet ajout parce qu'il était pertinent à cette époque-là. On a aussi énormément mis d'informations dans les convocations aux patients. On a rappelé les gestes de protection, etc. Et puis, on a un rôle d'advocacy parce que dans un hôpital complètement Covid, il était souvent très, très compliqué de garder la priorité de la voix propre pour nos patients parce que les préoccupations étaient souvent tout à fait légitimement sur la majorité des cas qui étaient Covid+. Et on a aussi pu intervenir sur les directives au niveau suisse pour la prise en charge de patients aux soins intensifs, puisque les patients cancéreux ne pouvaient pas forcément accéder très facilement aux soins intensifs selon le niveau de criticité de remplissage des soins. Et puis là, on a pu faire réviser pour l'institution, et je crois que c'était peut-être coordonné avec le chiffre, peut-être vous pouvez me répondre sur ce point, mais pour que soit prise en compte maintenant l'évolution des traitements, la chronicité du cancer, c'est pas parce qu'on est en traitement qu'on a une espérance de vie forcément aussi raccourcie que ça a pu être par le passé. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Oui, alors là, on a vraiment un bel étendu d'adaptation d'un hôpital vis-à-vis de la crise Covid-19. Maintenant, je vais passer le relais à Laura qui va nous parler de son expérience au CHUV. Alors, bonjour à tous. Au CHUV, on a l'idée des médecins, l'idée de la direction, c'était vraiment de diminuer le nombre de consultations, le nombre de personnes qui circulaient dans le CHUV, autant au niveau des soignants que des patients. Donc, on a à peu près adapté les mêmes stratégies qu'au HUG, comme ce que Sandy a expliqué. Moi, je dirais qu'au niveau infirmier, le gros changement, ce qu'on a vu, ce qui a été exprimé par les patients, mais par les équipes aussi, c'était cette notion de patient à risque. Qui sont les patients à risque et comment on se positionne? Parfois, c'est très clair. Et surtout, si on se souvient bien, au tout début, les directives de l'OFSP, c'était de dire que tous les patients oncologiques sont à risque. Et là, on a eu des appels de patients qui nous demandaient, qui nous disaient, mais moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas eu de cancer. Je travaille dans l'éducation avec des enfants en bas âge. Est-ce que je suis à risque? Et qu'est-ce qu'on répond? Si on posait la question à plusieurs soignants, chacun allait répondre différemment. Pour finalement, on se disait, bon, alors on va faire au cas par cas. Parce que, donc, il y avait vraiment cette notion-là de patient à risque qui était délicate, qui nous demandait beaucoup de concertation aussi au sein des équipes pour donner une réponse claire aux patients. Mais même le patient, lui, avait de la peine à se situer. Et d'ailleurs, il y a eu tous ces annulations de rendez-vous qui allaient dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a
parfois, c'était le médecin qui décidait que son patient, il n'était pas nécessaire qu'il vienne à la consultation de son suivi aux 3 mois, qu'on pourrait le repousser à 4 mois. Donc, on annulait cette consultation-là. Mais par contre, le patient, lui, disait, mais non, mon cancer est plus grave que le risque que je cours d'avoir le Covid. Pourquoi est-ce que vous repoussez cette consultation? J'ai une liste de questions à qui je les pose. Puis du coup, là, on avait des appels téléphoniques au niveau infirmier. Puis à l'inverse, il y avait aussi des patients qui nous appelaient en disant j'ai ce rendez-vous la semaine prochaine, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vienne? Moi, je vous avoue, j'ai quand même plus peur du Covid que de mon cancer parce que j'ai un proche qui est pour moi plus à risque, plus âgé, etc. Donc, cette notion de personne à risque, je dirais qu'elle a beaucoup questionné les équipes, puis ça a été un très grand changement. Un très grand changement de manière générale. Après, on a d'autres questionnements dans les équipes, ça a été quand on a appris qu'aux soins intensifs, les personnes qui ont moins d'une année d'espérance de vie ne seraient pas intubées. Probablement une notion qui était peut-être déjà présente dans les soins intensifs, mais c'est vrai que ça a fait l'objet de discussions aussi au sein de l'oncologie. Est-ce qu'on doit avertir le patient? Est-ce qu'il faut lui dire on n'est pas sûr qu'il ait plus d'une année d'espérance de vie? Est-ce qu'on doit l'avertir ou pas? Et voilà, ça a fait l'objet, donc dans les changements, je dirais, liés au Covid, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions où finalement, on n'a pas modifié beaucoup notre prise en charge parce que nous, en CHUV, on avait déjà des consultations infirmières téléphoniques. On les a maintenues. Au niveau des... Et puis, après, on s'est beaucoup adapté, par contre, à la demande des patients pour s'adapter aussi à donner une approche encore plus personnalisée, s'adapter au contexte socio-familial, à la profession, et pour vraiment avoir ces directives claires. Donc, voilà, nous, ça a surtout, je dirais, dans les changements au niveau infirmier, je dirais que ça a renforcé la plus-value des consultations téléphoniques infirmières aussi, parce que quand un contrôle était annulé ou déplacé, là, on avait les appels des patients. Puis là, on pouvait les rassurer, leur expliquer pourquoi. Et puis, donc, ça a vraiment renforcé cette plus-value-là. Merci Laura. C'est vrai que cette notion, comme tu disais, de personne à risque, en plus, a beaucoup évolué. Donc, on comprend encore plus l'incertitude, effectivement, que les patients ont pu avoir. Merci de ces éclairages. Je passe du coup maintenant la parole à Isabelle Crétol. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est vrai que dès le début, ça engendrait de l'anxiété et des craintes chez nos patients, mais également chez le personnel. On a vraiment senti au niveau infirmier quand même qu'il y avait des craintes. Au niveau des patients, c'était plusieurs nous téléphonaient, vous disaient bon, est-ce que mon traitement a toujours lieu ou bien c'était comme si c'était plutôt Covid par rapport au cancer. Est-ce que je viens pas? Pour le personnel, vu la foule d'informations qu'on a eues et des changements qui étaient engendrés, dû à la méconnaissance des effets du virus, c'était très difficile d'avoir une opinion bien arrêtée et de savoir exactement quoi faire. Donc l'objectif principal du service et la discussion qu'on a eue avec notre médecin-chef et nos responsables, ça a été de comment protéger les patients et le professionnel en continuant notre activité. Donc, ça a été un peu comme chez vous, en diminuant les déplacements. Donc, les médecins ont également fait beaucoup de consultations par téléphone. Là, je vais peut-être développer après quand on parlera des outils, parce qu'effectivement, on a deux systèmes de suivi en dehors de l'hôpital, et puis on a continué à faire ça et développer également ça. Et puis, je vais peut-être développer après au niveau des outils. Très bien, merci. On se réjouit que tu développes sur la prochaine question. Maintenant, je passe la parole à Ayana pour l'expérience à Berne. Oui, alors, de notre côté, en fait, on a dû faire toute une réorganisation parce que le bâtiment où je travaille, il est en dehors du bâtiment principal. Avant, il y avait la collègue qui parlait d'organiser un screening à l'entrée. C'est quelque chose que nous, on a dû mettre en place, en fait. Et très vite, on a dû informer les patients
qu'on devait limiter en fait les personnes qui se rendaient dans le bâtiment. Donc souvent les personnes qui accompagnaient ou les enfants ne devaient plus venir avec elles. Donc ça a été quelque chose qui a dû être répété à plusieurs reprises vu la situation. Ce qu'on a aussi fait, c'est que tout ce qui était traitement oncologique, donc les chimiothérapies et autres traitements étaient maintenus. Donc autant dans le bâtiment où je travaille que dans le bâtiment principal où il y a un service d'oncologie générale. Les opérations, elles ont été maintenues aussi. Et puis, ce qui m'a quand même pas mal marqué, du coup, à cause de toute cette distance, c'est le fait de passer avec énormément de technologie, donc faire pas mal de choses à distance, donc par téléphone ou par vidéoconférence, certaines fois, donc les réunions entre les collègues ou certaines consultations. Mais aussi également pour les patients qui étaient hospitalisés sur une longue durée, donc là, au niveau de l'unité hospitalière de gynécologie, mais aussi les patients d'oncologie aux soins continus. Il y a eu pas mal d'innovations qui ont été apportées par les ICLS. Donc, par exemple, on a organisé des conférences sur différentes plateformes sécurisées. Donc là, je donne l'exemple de Zoom, par exemple, mais on utilisait des plateformes plus sécurisées pour que les patients puissent voir leur famille, etc. C'était quand même surtout sur les hospitalisations qui duraient longtemps, où des fois on ne savait pas trop comment la situation allait évoluer. Mais il y avait aussi également tout ce qui était consultation donc, par téléphone. Et là, je me posais pas mal la question comment les patients pouvaient vivre ça, que justement on puisse remettre certains rendez-vous à plus tard qui peut-être pour eux étaient nécessaires à ce moment-là. Il y avait aussi, donc pour les patients qui étaient longuement hospitalisés, quelque chose qui a été mis en place que j'ai trouvé assez intéressant, c'est comme un journal de bord, un peu un journal intime où les soignants pouvaient documenter pour que les patients puissent raconter en fait quand ils rentraient ce qui s'était exactement passé, même si on essayait de tenir informé le plus possible par téléphone ou comme ça. J'ai pensé que c'était un outil qui était assez intéressant et puis un peu plus simple. Et puis là, on se distanciait un peu de tout ce qui était digital. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Ouais. Oui, merci. Merci, c'est très intéressant de voir justement, autre que le digital, qu'est-ce que vous avez pu aussi mettre en place pour répondre aussi à ce besoin pour vos patients. Avant qu'on termine sur cette question, je passe maintenant la parole à Bénédicte. Alors moi, j'aimerais dire que le problème aussi, c'est que le Covid, il arrive dans une certaine situation. Chez nous, on venait de terminer notre déménagement puisqu'on a déménagé début novembre et on a accueilli début mars notre nouvelle chef pour la radiothérapie. Et dans toute cette perplexité de cette situation, on devait apprendre à tous travailler ensemble, est arrivé le Covid. Donc c'était très compliqué de discuter de tout ça. Et d'abord, il a fallu nous réunir pour dire, mais comment est-ce qu'on protège les patients tout d'abord? Et tout d'abord, je placerai mon discours sur la salle d'attente, c'est réfléchir à notre flux de patients, distancer les fauteuils là où ils s'asseyent pour qu'ils ne soient pas tous ensemble au même moment, essayer de faire en sorte que les consultations médicales avancent, que les résultats avancent, pour que les patients puissent être traités le plus vite possible, en restant le minimum finalement de temps chez nous. Donc ça, c'était un gros travail qui a été fait. En plus, on est situé dans une région qui n'est pas toujours facile d'accès. On a eu toute la problématique aussi des bénévoles pour les transports, par exemple à la Ligue, qui étaient, eux, arrêtés parce qu'ils avaient tous plus de 65 ans. Donc, il a fallu recruter dans les familles et puis s'appuyer beaucoup sur les assistantes sociales qui ont eu des ressources pour permettre à nos patients d'arriver chez nous. Bien sûr, on a aussi essayé de diminuer le plus possible nos consultations. En tout cas, tout ce qui n'était pas indispensable a été reporté. Une partie s'est faite pour les médecins en consultation téléphonique. Et puis, il y avait cet accueil des patients Covid en radiothérapie mis en fin de programme. Et puis, tous les patients Covid qui arrivaient chez nous, on a dû s'occuper aussi de faire les frottis pour ces patients Covid. Donc, tout d'un coup, ça a amené aussi une autre dimension. Mais comment faire pour où les placer, où les mettre, comment faire ces frottis, comment être sûr qu'on fait ces frottis justement. Et ce que vous avez parlé, c'est avec quelle sécurité. C'est aussi un débat intéressant parce que moi, dans tout mon parcours à l'hôpital, jamais on m'a dit de faire attention au nombre de masques que j'utilise par jour. Et là, très vite, on a vu quand même que les mesures de précaution étaient bien sûr en lien avec des précautions
élémentaire, mais aussi avec la réalité de l'économie, avec cette peur de se trouver tout d'un coup en rupture de stock, de matériel, et tout ça sans savoir comment allait évoluer la situation. Alors, il y a des questions éthiques aussi qui sont très vite apparues aussi, parce que finalement, les infirmières me remontaient, mais ce patient-là, est-ce qu'il est bien au courant des risques qu'il prend si on lui fait son traitement, plutôt que d'attendre peut-être 2 mois, 3 mois? Est-ce que ça a été correctement discuté avec le médecin? Et alors, ces infirmières sont allées rediscuter, ont été vraiment porteuses des paroles du patient pour que le patient puisse faire le meilleur choix possible dans les conditions actuelles. Alors, il y avait du soutien psychologique qui a été mis sur place, alors du soutien psychologique aussi pour les infirmiers. Je dois dire que personnellement, j'ai trouvé que dans notre service, le service infirmier était remarquable. Les gens se sont vraiment aidés, appuyés. Les infirmières se sont proposées très rapidement de venir remplacer la collègue qui ne peut pas, parce qu'il y a eu tout ce problème de garde d'enfants que vous avez tous connu. Donc, une grande, grande solidarité dans une situation qui n'était pas facile, avec énormément d'incertitudes. Je pense que ce qui a été aussi nécessaire, c'est de maintenir à tout prix la communication. Je pense que dans les outils, on en parlera aussi. Comment communiquer davantage? Faut-il communiquer de tout avec les équipes? Faire une restriction? Est-ce qu'on a besoin de maintenir les équipes informées du nombre de masques qui restent, par exemple? C'est toutes des questions qu'on a eues dans la gestion de ces équipes. Donc voilà, je pense que les autres sujets, je les aborderai dans les questions suivantes. Merci beaucoup, Bénédicte, pour aussi. Merci. Je vais me permettre de relayer des questions qui nous sont arrivées. Alors, il y a Françoise Ninan qui nous écrit « Beaucoup de centres hospitaliers ont limité drastiquement les visites et accompagnants. Comment les patients suivis en oncologie ont-ils vécu cette expérience? Et puis, y a-t-il des changements ou innovations que vous allez maintenir après la crise ?» Alors peut-être on regarde d'abord cette première question. Je ne sais pas qui de vous aimerait répondre à ça. Comment vous avez géré la situation où les patients ne pouvaient plus être accompagnés? Oui, Laura? Alors, qu'est-ce qui va être maintenu? Ça, je ne peux pas y répondre encore, mais c'est vrai que ça a été le gros manque pour nous. C'est comment substituer un peu ces proches aidants qui venaient. Au CHUV, on a permis aux patients de venir accompagner d'un proche aux consultations en oncologie. Surtout les consultations d'annonce de diagnostic, d'annonce de résultats, pour nous c'était important de ne pas les arrêter, donc on a vraiment continué à encourager les patients, même ceux qui hésitaient malgré leurs droits, à venir accompagner. Ensuite, ça a été effectivement très difficile pour les patients qui étaient hospitalisés d'être isolés. L'isolement, c'est je pense l'élément le plus difficile pour les patients, d'autant plus que ceux qui étaient hospitalisés sur du long terme, c'est que peut-être qu'il y avait des complications ou des investigations qui étaient en cours. J'ai l'exemple de patients qui, bon, évidemment, ils ont tous utilisé la vidéoconférence pour voir leurs proches, mais il y a aussi des proches qui venaient dans les parkings, dans les rues, avec des fanions pour soutenir leurs proches malades, ce que j'ai trouvé vraiment beau comme idée. Donc, eux-mêmes, ils ont vraiment développé leurs propres ressources. Mais je crois qu'il y avait vraiment cette notion pour le patient et pour ses proches de sécurité. Vraiment, il y a eu une peur qui s'est installée dans les familles et la sécurité du proche malade c'était ce qui était le plus important. Ensuite, on a aussi fait le choix, en discutant entre les cliniciennes spécialisées des centres, nous, on a aussi fait le choix de continuer à faire nos visites à l'étage auprès des patients pour justement répondre à leurs questions spécifiques et aussi apporter un soutien nécessaire. Bien sûr, on triait par priorité et par complexité, mais on a continué ça. Merci. Ayana, tu nous avais déjà parlé de ce carnet ou journal que vous avez établi. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez maintenir? Alors, je pense que c'est quelque chose qui pourrait rester. Là, spécifiquement, en fait, ce carnet, je l'ai pas vu avec les patientes de gynécologie, je l'ai plutôt vu avec les patients d'oncologie, mais
neurochirurgie aux soins continus, qui notamment, avec des phases de délire ou comme ça, se souvenaient pas forcément de tout, qui puissent en fait reprendre ça. Et on est en discuté avec la clinicienne qui avait introduit ce projet. Je pense que c'est quelque chose qui peut rester sur le long terme pour les hospitalisations. Pourquoi pas? Ouais. En tout cas, je sais que c'est aussi utilisé aux soins intensifs Oui. à Berne. Oui. Et c'était quelque chose qui était introduit déjà il y a 10 ans, mais qui était très précieux pendant cette pandémie maintenant. Oui. Là, ils l'ont mis en fait aux soins continus, ce qu'ils ne faisaient pas forcément à l'époque, mais là, vu la situation, c'est quelque chose où ils se sont dit, mais en fait, ça pourrait peut-être aider. Et puis, pourquoi pas continuer une fois que les patients se retrouvaient à l'étage, se dire que ça pourrait vraiment montrer un aperçu de tout ce qui s'est passé, que la famille n'aurait peut-être pas vu, que le patient n'aurait pas pu se rendre compte. Puis, ce qui était bien, c'est quelque chose de simple, qui est loin de tout ce qui est digital, mais que voilà, on a ces ressources qui sont encore là, et ça, c'est aussi assez précieux. Et puis qui peut peut-être aider pour des patients pour qui le digital peut être aussi compliqué. Exactement. On met beaucoup sur le digital, mais ça peut pas forcément correspondre à tout le monde, donc c'est vraiment intéressant comme point de vue. Très bien. On va passer, si vous voulez bien, à la question suivante, du coup. Donc, de quoi d'autre les infirmières en oncologie auront-elles besoin? Et puis, pour commencer à répondre à cette question, Yana, c'est toi qui continues à parler, du coup. Je te passe la parole. Alors, en fait, je vais revenir sur la thématique du fait qu'il y avait pas mal, enfin, c'est toujours encore actuel, mais qu'il y a pas mal d'incertitudes, donc Covid et puis maladies oncologiques. D'un côté, du côté des soignants, donc voilà, se dire qu'on travaille avec une population qui est encore plus fragile et qu'est-ce qui pourrait se passer et comment ça va être géré. Au début, c'était des questionnements, donc de la part autant des équipes de la partie hospitalière que de la partie ambulatoire. Ce qui était aussi assez fort, on en a parlé avant, donc c'est tout ce qui est incertitude aussi pour les patients qui avaient déjà cette pathologie à gérer, mais maintenant venait s'ajouter en fait cette pandémie. Donc il y avait pas mal de choses qui ressortaient de peur et d'angoisse, non seulement en lien avec la maladie, mais tout le reste qui venait s'ajouter. Ça, c'était des fois des situations un peu compliquées à gérer. Et en lien, en fait, avec la distance, le fait qu'on puisse être la plupart du temps plutôt au téléphone que voir les personnes en consultation, lorsque c'était repoussé, ça, c'est quelque chose qui m'a quand même interpellée. Et je me suis dit, comment on pourrait améliorer ça, en fait? Et est-ce qu'il y aurait moyen de le faire? Et puis quelque chose qui m'avait quand même interpellée aussi, c'était donc une fois que les patients pouvaient rentrer à la maison, et on avait pas mal d'incertitudes des patientes qui disaient mais moi j'ai des jeunes enfants à la maison et comment on fait, et est-ce que j'ai le droit de continuer à m'en occuper comme avant, ou quel risque je prends, est-ce que en sortant de l'hôpital je pourrais peut-être pas ramener aussi quelque chose à la maison, le virus, ou de la famille inquiète qui téléphonait et qui disait ah mais écoutez, moi je dois continuer à travailler, si ma femme elle rentre et que je lui passe ce virus ou quelque chose comme ça. C'était vraiment des problématiques après où en fait les choses ne s'arrêtaient pas une fois que les patients sortaient de l'hôpital, et ça c'était un gros point d'interrogation. Que c'était assez compliqué en fait à répondre à ces questions-là en fait. Et puis du côté soignant, je pense qu'il y avait le besoin en fait d'en savoir plus, donc notamment sur tout ce qui est évidence oncologique et en lien avec le Covid, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui est actuel, qu'est-ce qui est vrai, parce qu'il y a eu pas mal de fausses informations de manière générale aussi pour les patients et pour la population de manière générale, mais après, une fois qu'on est malade, c'est encore plus difficile de faire le tri sans se laisser submerger par tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où je me suis dit, est-ce que les patients ont les ressources nécessaires des fois de trouver la bonne information quand ils ne peuvent pas avoir accès aux médecins ou au personnel de santé? Voilà. Merci. Oui, non, c'est vraiment très intéressant. Puis surtout, en plus, comme ça, les choses allaient vite, on n'avait pas forcément toujours les évidences. Il y avait vraiment ce côté aussi de rapidité qui devait venir s'ajouter, j'imagine, à toute cette incertitude pour les soignants, en fait. Ouais, effectivement, c'est très intéressant. Maintenant, je passe la parole à Laura, si tu veux bien.
Alors, nous, on avait l'habitude de mobiliser le réseau de soins, le médecin traitant, les soins à domicile en cas de besoin. Et puis tout à coup, il y avait beaucoup moins de ressources. Et puis ça a été difficile. Bénédicte en a parlé aussi de cette organisation des transports, des transports bénévoles, qui on appelle pour remplacer les transports, qui on appelle pour substituer le proche aidant qui est peut-être lui aussi fragile. Des situations de patients aussi qui avaient l'habitude de faire appel à leurs voisins pour venir les aider, et tout à coup, le voisin il dit non, moi je viens pas chez toi, tu es à risque, c'est trop risqué, je viens plus. Voilà, donc ça a soulevé aussi toutes les personnes qui avaient réussi à s'organiser, à faire preuve de toutes leurs ressources externes pour être aidées. Tout à coup, ces ressources-là, elles se sont un peu effondrées à cause des directives. Et puis, c'est à ce moment-là qu'ils nous ont appelés, les patients, où il a fallu trouver des solutions. Et je pense que là, on en a manqué. On a partagé entre nous pour trouver des substituts, on a reçu des informations, donc on a réussi à compenser. Et finalement, il y a quand même eu des situations où il a fallu que le patient appelle quand même sa propre mère pour aller garder ses enfants et du coup trouver une solution. Il a pris est-ce qu'on donne un masque, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a eu toutes ces situations plus compliquées que juste isoler et puis appeler le médecin traitant. Et puis ça, on a vraiment eu ce besoin de partager aussi entre nous, de solliciter des personnes qui ont une vision plus globale justement des ressources existantes pour savoir où diriger nos patients et où trouver de l'aide. C'est vrai que c'est aussi de voir les médecins traitants qui fermaient leur cabinet ou pour faire des prises de sang par exemple, mais aussi quand la gestion de l'antalgie, où on voulait éviter que le patient vienne à l'hôpital pour surveiller une plaie, par exemple, on l'adresse au médecin traitant, mais finalement, le médecin traitant, il est moins ouvert. Il a ouvert son cabinet qu'une journée par semaine. Et ça nous a posé problème. On a à chaque fois réussi à trouver des moyens pour compenser, mais la situation idéale, on avait de la peine à l'atteindre. Et puis du coup, c'était souvent, finalement, je dirais que c'est surtout le patient qui a fait preuve d'adaptation et puis de trouver lui-même les ressources où nous, on l'a encouragé, on l'a rassuré. Et puis c'est avec ce travail-là qu'on a réussi à aider. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous a manqué, je pense. Vraiment, c'est ces ressources pour remplacer les proches aidants ou tout le réseau qui était déjà mis en place. Et puis, voilà, Ayana l'a dit, cette actualité au jour le jour, on l'avait pour le CHUV qui a vraiment fait un effort de tenir informés ses collaborateurs. On l'avait de l'OFSP, on l'avait de l'oncologie, mais je pense qu'on est toujours demandeur de plus, évidemment. On a tous été conscients des difficultés et de toutes les incertitudes qui sont encore présentes. Et c'est vrai qu'il y avait ces questions qui venaient des patients auxquelles on ne pouvait pas répondre parce qu'il nous manquait vraiment comment on adapte les directives à la situation du patient qui est exceptionnelle aussi. Merci Laura. Effectivement, c'est aussi quelque chose qui est toujours difficile parce qu'on veut toujours amener des réponses aussi assez en tant qu'infirmière, puis de se retrouver, on n'a pas les réponses effectivement. Je crois qu'on a une question, Manuela, si je vois bien moi aussi. Oui, ça concerne la protection, ça vient de Sanders Saidi. Et puis la question c'est bonjour, quel est le matériel nécessaire pour la protection individuelle du soignant au service d'oncologie pendant cette pandémie? Et je dois avouer qu'on a aussi reçu une question avant le webinaire qui concernait les patients. On recommande maintenant aux patients de porter des masques, mais ils ne les reçoivent pas. Et les prix sont très variables, peuvent aller jusqu'à 5 francs pour un masque chirurgical à Genève. Je vois qu'Isabelle aimerait répondre à cette question, Ouais. et Bénédicte aussi. Et Isabelle d'abord. Alors nous, on a un petit changement depuis le début de la semaine, c'est que tout patient qui rentre à l'hôpital de Sion se fait désinfecter les mains et reçoit un masque.
Ce qui fait que nos patients, quand ils arrivent dans le service, ils ont un masque et ils ont déjà les mains désinfectées. Et ce qu'on leur dit, on a fait ça fait partie des outils, mais je vais quand même développer maintenant. Chaque place pour les traitements est séparée de rideaux qui sont nettoyés une fois par semaine et on laisse les rideaux tirés pour que les patients aient un isolement minimum barrière, on peut dire ça comme ça. Quand ils sont installés sur leur place, on leur dit qu'ils peuvent enlever les masques. Quand ils arrivent chez nous, on leur donne une feuille, on leur fait un enseignement sur comment mettre le masque, comment l'enlever et également sur le lavage des mains. C'est ce qu'on a rajouté pour nos patients. Et s'ils se lèvent et qu'ils veulent aller aux toilettes, on leur demande de remettre le masque. Ça, c'est depuis le début de cette semaine. Les infirmières, nous, on travaille avec les masques. Mais avec les masques, mais rien d'autre. Parce que le dernier webinaire, on avait aussi la question, l'évaluation de la mucite, par exemple, est-ce qu'on peut le faire qu'avec un masque chirurgical? Ouais, ça c'est une bonne question. Là, le choix était de travailler avec un masque, c'est parce qu'aussi on parle de respecter les distances. Architecturalement, nous, on essaie à travailler dans un local qui est juste pas possible qu'on ait les distances, donc c'est aussi pour se protéger nous. On essaye d'avoir un poste par infirmière au niveau informatique. Si on n'utilise pas son poste, on se désinfecte les mains, on redésinfecte le poste. C'est des mesures qu'on a prises entre nous pour se protéger aussi nous. Je crois qu'il y a Bénédicte qui voulait répondre et après Sandy. Et prenez 1 minute par personne max parce qu'on avance dans le temps. Oui, alors moi je voudrais dire que nous, on s'est toujours battu dès le départ pour que les patients portent un masque. On était un petit peu à l'encontre des directives de l'hôpital, mais on a toujours trouvé que c'était prioritaire que et patients et soignants aient un masque dès l'entrée chez nous. Vous avez posé la question des accompagnants. Un problème qu'on a eu, c'est oui, mais alors dans la logique, si on admet un accompagnant, il faut aussi que l'accompagnant porte un masque. Et c'est difficile quand on sait ce problème des stocks. Et donc, encore la question, est-ce que c'est des masques chirurgicaux ou FFP2? Alors, des masques chirurgicaux, même pour faire les frottis, l'information qu'on a reçue, c'est masques chirurgicaux. On n'a pas utilisé de masque FFP2 dans notre... Là, il faut probablement aussi mentionner qu'en Suisse, on n'a pas assez de stock de masques FFP. Absolument. Ça pourrait aussi être une raison pourquoi on ne protège pas avec les masques FFP2. Et qu'on a dû adapter les mesures de précaution aussi à la réalité. Je prends juste l'exemple de la radio-oncologie pour les TRM qui ont un patient Covid. Ben, selon le stock des blouses qu'on a, on les change à la fin de la journée ou on les garde pour le lendemain. C'est une réalité parce qu'on est aussi en manque de stock. Donc malheureusement, c'est même je vous coupe, je suis désolée, mais on veut encore passer à la troisième question au moins. Sandy, tu voulais juste commenter encore? Juste commenter que le masque usuel, c'est le masque chirurgical, puisque c'est une barrière pour les projections. Si on est dans un soin rapproché, on va recommander les lunettes ou la visière de façon à pas avoir des projections dans les yeux ou avec le risque de porte d'entrée sur les muqueuses. Et puis que chez nous, le masque FFP2 est réservé au secteur soins intensifs où il y a les risques d'aérosolisation par les respirateurs ou lorsqu'on fait des aérosols à des patients Covid positifs. Mais c'est vrai que dans nos services onco, on n'avait pas de patients Covid positifs, puisqu'on les dépistait tous à l'entrée et ils allaient dans un secteur Covid positif pendant leur prise en charge Covid, puis ils reviennent chez nous. Là se pose la question à quel moment leur test redevient négatif, et c'est un autre débat qui va avoir lieu dans les semaines qui viennent, puisque quand ils sont immunosupprimés, ils peuvent garder des tests positifs pendant bien plus longtemps que d'habitude. Mais disons que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant de voir que nos patients, qui sont quand même des patients qui sont soumis à ces mesures de protection de par leur immunosuppression pendant les chimios, etc., et qui ont déjà cette information, c'est des patients qui sont d'une part alors extrêmement adhérents, mais pour leur propre sécurité, ils ont cette conscience très aiguë, mais aussi parce qu'ils ont un entraînement. Et on voit que c'est des patients qui mettent leur masque correctement, qui désinfectent probablement les mains au meilleur moment par rapport à des gens complètement naïfs de ces procédures. Et ça, c'était assez intéressant de voir les compétences acquises, comment elles étaient utiles dans cette pandémie. Je vais me permettre de vous couper, qu'on puisse encore aborder la troisième question. Exactement. Et la troisième question est: quels outils peuvent être recommandés pour soutenir les patients en oncologie pendant la période Covid-19 ? Et c'est Isabelle qui commence à nous répondre.
Alors, je voulais juste préciser qu'en Valais, on a développé un suivi et une prise en charge des patients, pas seulement à l'hôpital, mais également à domicile. On a développé 2 dispositifs, un qui s'appelle Raison Co, en organisant des soins typiquement oncologiques, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent, par nos partenaires, des professionnels qui sont proches du domicile afin d'éviter des déplacements. Et le deuxième dispositif, ça s'appelle Oncoral. C'est donc une infirmière qui s'occupe du suivi téléphonique des patients sous thérapie orale. Ces 2 dispositifs nous ont aidés justement avec l'arrivée de la pandémie. L'infirmière d'Oncoral, elle s'est occupée d'appeler tous les patients la veille de leur traitement pour leur demander, pour connaître leur état clinique, pour leur rappeler les consignes, et puis qu'en cas du moindre symptôme lié au Covid, température, toux, etc., le patient nous téléphone avant de venir et ne vienne pas dans le service. Le but était qu'on n'ait pas du tout de patients infectés dans le service, qu'on puisse le réorienter à l'entrée de l'hôpital, soit au dépistage du Covid, soit aux urgences selon son état. Cette infirmière, elle a aussi appelé les patients qui étaient déclarés positifs au Covid, parce qu'on en a eu, pour le suivi à domicile, pour qu'ils aient quand même quelqu'un qui s'occupe, pas quelqu'un, mais en tout cas qui sentent qu'il y a quelqu'un derrière eux qui les soutient. Et ça, c'était important et ça a été très apprécié des patients. Ensuite, à l'arrivée des patients, quand ils arrivent, on a aussi réorganisé notre salle d'attente. Avant de les installer pour les traitements, on leur contrôlait la température et puis on vérifiait si tout était en ordre avant de les installer. On a également réorganisé la salle d'attente, ça j'ai déjà dit, c'est tout bon. On a fait donc l'enseignement pour les masques et le lavage des mains, et puis pour le personnel infirmier également, veiller comment se protéger nous dans notre manière de travailler, qu'on soit moins proche, essayer d'avoir conscience de ces distances sociales aussi par rapport au personnel. Très bien. Merci beaucoup Isabelle. Je passe à Bénédicte, si tu veux bien. Alors moi, je veux juste dire qu'on a fait aussi un document pour les patients lors de leur première arrivée chez nous, et pour la radiothérapie et pour l'oncologie, pour les informer des mesures à prendre. On a aussi travaillé avec la protection civile qui était là à l'accueil pour les patients, pour les orienter. Maintenant, la grande chose qu'on a changé, c'est les consultations infirmières téléphoniques, en tout cas toutes les premières consultations, avec le but aussi, surtout, de ne pas faire venir encore une fois de plus les patients à l'hôpital. Donc, on a commencé ceci maintenant pour tous nos patients, pour leur première consultation infirmière. Et puis sinon, je veux dire, c'est que on les a aussi orientés vers tout ce qui existe comme soutien. Manuela, tu en as parlé, de la Ligue Rose, il y a beaucoup sur Internet des soutiens qui existent, des cours aussi en ligne. La Ligue a maintenant des cours aussi qu'on peut suivre en ligne. Et pour soutenir les patients, je pense qu'il y a un magnifique travail qui a été fait de ce côté-là. J'aimerais juste rajouter encore quelque chose, c'est que jusqu'à maintenant l'infirmière appelait, mais ce qu'on aimerait instaurer dorénavant, c'est sur la convocation de rendez-vous, on l'a modifiée, on a fait une demi-page A4 sur lequel on a mis un petit questionnaire que le patient doit remplir le matin où il vient en traitement, toujours en lien avec le Covid. Il y a plusieurs questions. Est-ce que vous avez de la température? Les questions qu'on posait justement par téléphone. Et s'il répond à oui à une des questions, le patient appelle justement l'infirmière d'Oncoral pour qu'on puisse le rediriger au cas où. On veut rendre notre patient un peu plus acteur de sa situation, et puis on verra si ça fonctionne aussi. Puis également, le service civil nous a beaucoup aidé aussi dans la direction des patients, les désinfections de mains, etc. Et autre chose par rapport aux visites dont on a parlé avant, c'est vrai qu'on n'a plus laissé venir les accompagnements pendant les accompagnants pendant les traitements, et c'est vrai que ça a été en général bien compris. Les patients, ils ont été vraiment sensibles à ça, ils ont bien compris. Les accompagnements peuvent venir lors d'annonces de diagnostic ou bien d'annonces de mauvaises nouvelles. Là, le médecin met sur le rendez-vous comme quoi l'accompagnant doit venir. Et quand ils prennent les rendez-vous, le secrétariat leur dit de venir avec un accompagnant quand c'est nécessaire. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de notre webinaire.
Voilà. C'est très très rapidement, je dois dire, en tout cas pour moi, j'espère aussi pour les spectateurs. On n'a pas reçu d'autres questions. Comme vous savez, le webinaire est enregistré. On va le mettre disponible si tous les intervenants sont d'accord sur les sites où on avait aussi annoncé le webinaire. En tout cas, ce que moi je prends avec moi, c'est qu'on devrait faire ces échanges plus spécifiquement par rapport à des questions très précises. Par exemple, comment faire une consultation infirmière par téléphone, les mesures de protection du personnel, comment on peut assurer qu'on soit sûr pendant différentes interventions infirmières. Et aussi cette question qui nous est arrivée, qu'est-ce qu'on peut pérenniser maintenant pour le futur, pour toutes ces innovations qu'on a créées ne soient pas perdues pendant la reprise du normal, si ça viendra un jour. Je remercie très, très chaleureusement tous les intervenantes. Je remercie aussi Célia pour la modération et tous nos spectateurs. Il y a des remerciements qui sont écrits maintenant. Et puis, j'espère en fait que c'est l'initiation à un échange en Suisse romande, peut-être même dans toute la Suisse ou ailleurs, pour le futur, pour qu'on mette en fait toutes les forces ensemble pour pouvoir améliorer les soins infirmiers pour nos patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup. à Merci bientôt. Manuela. À bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt.